écouter le professeur Charlie Gabriel Mbok pour sa première prise de parole après tout ce qu'on vient d'écouter? J'apprends toujours beaucoup auprès des économistes parce que, comme c'est pas mon champ d'études, et j'apprends que l'économie du surendettement qui fait de la France un pays déficitaire a été transplantée dans la plupart de ses colonies. Et il ne faut pas s'étonner que la plupart de ces organismes internationaux, on a évoqué le FMI, mais voyons l'ONU, c'est pas pour les pays du tiers-monde, voyez-vous, parce que pendant longtemps, l'ONU qui était conçue pour empêcher les guerres, eh bien c'est l'ONU maintenant qu'on sollicite pour déclencher des guerres. Voyez-vous, et le FMI, c'est pour qui? C'est pas pour ces pays qui font partie des conseils d'administration du FMI, etc. C'est des boucliers que ces pays se sont constitués pour continuer à ponctionner les pays du tiers-monde qu'on appelle pays sous-développés. Et au plan judiciaire, la Cour pénale internationale est dans le sillage. Vous voyez, c'est bon pour les autres et c'est jamais bon pour ces pays-là. Alan Greenspan, qui a été président, je crois, directeur de la banque américaine, hein, le Fed, voilà, a publié un ouvrage très instructif pour nous autres profanes, Le temps des turbulences. Et il évoquait comme paramètre économique la confiance. Quand il n'y a pas confiance, il y a problème. Ces pays se sont organisés pour que leur signature soit crédible. Mais c'est parce qu'ils ont travaillé pour décrédibiliser les signatures de tous les autres. Ils savaient donc ce qu'ils avaient manigancé. Si aujourd'hui, le consumérisme met ces pays en difficulté et qu'on se rende compte que dans un pays comme la France, on ne produit pas autant qu'on consomme. Voyez-vous, on va répercuter ce schéma dans les pays colonisés pour que les économies d'endettement et de surendettement permettent à ce pays qui ne produisent pas de tirer, comme on dit vulgairement, leur marron du feu. Parce qu'ils transfèrent leurs difficultés pour se faire payer ce qu'ils n'ont pas. C'est un système très habile, très subtil, qui veut qu'à un moment donné, vous vous retrouviez dans une situation d'ingouvernabilité parce que, en réalité, on a organisé votre pays pour que vous ne soyez pas en gouvernance, mais que vous restiez en gérance. Et le maître de l'établissement sait où vous avez fauté, où ça ira mal, et il descend de son avion en maître pour vous redonner des leçons, alors qu'il sait très bien le piège qu'il avait organisé et dans lequel il vous a poussé. Sur la constitution de la France, est-ce que déjà on peut parler de la France comme une puissance? Parce que certains experts estiment que la France est une puissance politique, et c'est tout. Les termes peuvent prêter à confusion. La France a fait tout ce qui était en son pouvoir pour se présenter au monde comme une puissance. Et la première caractéristique tient du marketing. Le marketing politique français occupe beaucoup d'intelligence française et s'active à vous vendre des produits dont la qualité reste parfois à établir. Et c'est toute la question de la compétitivité. Prenons le cas du savoir. Tout à l'heure, M. Yemga a évoqué l'économie du savoir. L'école française nous a enseigné à savoir. Mais au moment où le monde entre dans la problématique de l'économie du savoir, il ne s'agit plus de savoir, mais de prouver ce qu'on sait faire avec ce qu'on sait. À ce niveau-là, la question devient difficile pour la France. Pourquoi? Parce que la France est bâtie, elle est monarchiste fondamentalement. Et M. Simon a développé cet aspect, je ne veux pas insister. La France, toute monarchiste qu'elle est, fait comme si elle voulait harmoniser, homogénéiser
Et c'est pour cela que sa politique dans les colonies est une politique d'assimilation. En réalité, c'est l'extinction de l'autre au niveau des colonies, mais la prétention à l'égalité à l'intérieur de l'Hexagone. Il y a là quelque chose qui ne peut pas bien marcher, parce que c'est un paradoxe. Et l'analyse que nous avons suivie m'a rappelé un mot de Pierre Jox qui apparaît dans ce livre que vous m'avez fait l'amitié d'évoquer. En 98, Pierre Jox, il dit une chose dans une interview à Michel Sarrazin: il y a encore chez nous l'habitude d'avoir des sujets, de coexister avec des individus de statut inférieur, de faire travailler à notre profit des hommes n'ayant pas tous les droits de l'homme et encore moins ceux des citoyens. Ce schéma est ancré dans la conscience collective de la France. Faire travailler les autres pour nous. Et ceci entraîne que pour peu qu'il y ait révolte parmi les travailleurs, la France est désemparée. Elle n'a pas d'argument, alors elle va utiliser des armes pour briser tout ce qui ressemble à une révolte, à une prise de conscience. Ceci entraîne que, de mon point de vue, la France s'enferre parce que d'un côté, elle chante la liberté, mais de l'autre, elle écrase les libertés. Et c'est ce paradoxe qui, de plus en plus, a des effets économiques, parce que ce que les hommes d'affaires français, les industriels français subissent, les oblige à aller chercher les libertés économiques ailleurs. Et c'est toute la problématique de la délocalisation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Après avoir chanté les libertés, on chante aujourd'hui, on s'enferme de plus en plus dans le protectionnisme. Je ne peux pas en parler aussi intelligemment que les professionnels, mais en réalité... Un retour au made d'une France, voilà, la France est essentiellement contradictoire et elle se braque chaque fois que vous la mettez devant son miroir. Elle ne se reconnaît pas, elle fait comme si elle ne se reconnaisse pas, mais en réalité, elle redoute son propre visage au fur et à mesure que le monde... On parle au monde entier, mais surtout aux Africains et à sa diaspora, veulent comprendre. Parce qu'il y a un débat qui revient depuis des décennies, c'est que, et beaucoup de gens le disent, la France n'est rien sans l'Afrique. Je voudrais qu'on ne soit pas dans un débat, j'ai envie de dire, futile, sans éléments pour sous-tendre cela. Que vaut l'Afrique auprès de la France? Que serait la France sans l'Afrique véritablement? Parce que aujourd'hui, en plein débat sur le franc CFA, en plein débat effectivement sur le rôle de la France dans la déstabilisation supposée ou non de certains pays africains, les gens estiment que sans l'Afrique, la France sera encore dans un état plus pitoyable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors je veux qu'on s'arrête un peu, avec vos permissions, sur cet élément-là. En réalité, ce n'est pas seulement les gens qui le disent, ce n'est pas des inconnus. Les grands dirigeants français l'ont dit, l'ont affirmé, l'ont reconnu. Mitterrand l'a reconnu. Chirac aussi. Chirac l'a affirmé. Plusieurs ministres de l'économie l'ont dit. En réalité, l'Afrique est le poumon de la France, notamment ce qu'on appelle d'un terme insultant le précaré. Parce que dans un pré, il ne peut y avoir que du bétail. Et ce langage zoologique n'honore ni ceux à qui il est destiné, ni ceux qui l'utilisent. Mais regardez les pays africains. Les 10 pays africains les plus riches ne sont pas ceux qu'on dit francophones. Et aucun d'eux n'utilise le fameux franc CFA. Un autre élément à ajouter dans ce panier de l'échange, qui peut nous dire la guerre que la France a jamais gagnée sans l'apport de l'étranger? L'histoire est là pour nous rappeler que les seules guerres que la France a jamais gagnées ont été gagnées avec l'appui des pays étrangers. Et la guerre économique que la France veut gagner, la France est consciente du fait qu'elle ne peut pas, qu'elle ne pourra jamais la gagner sans l'apport des étrangers.
Regardons un élément populaire comme le football. À un moment donné, on a eu l'impression que la France subissait plus que d'autres pays le changement climatique, tellement son équipe nationale a été non seulement bronzée, mais presque caramélisée. Alors, on peut le dire comme cela. C'est pour dire que quand on y regarde, la culture française est fondamentalement monopolistique, exclusiviste. Et dès qu'il y a une situation de concurrence, la France perd ses moyens. Et à défaut d'arguments, on utilise la violence. Les pays africains le savent très bien parce qu'on décapite. La France coloniale ne fait pas de prisonniers. L'Afrique francophone n'aurait jamais connu un Mandela. On aurait décapité. Alors que dans d'autres cultures, on discute, on négocie. Les Jomo Kenyatta ont pu discuter. Ailleurs, on discute. Mais face à la France, vous n'existez simplement pas. Chibaou, on l'a vu. Au Cameroun, on a vu. En Algérie, on a vu. Donc, cette culture du monopole fait que la violence économique n'est que le prolongement de la violence militaire qui sous-tendait l'essor économique, voyez-vous, la splendeur de la France. Au fur et à mesure qu'on gratte, on découvre que, mon Dieu, il y a eu dol. Il y a eu dol. Mais comme des habitudes de vie ont du mal à changer, cela se voit en France, vous venez de le dire, en des termes concordants. Dès qu'on veut changer le nombre de morceaux de sucre dans la tasse de café de Français, il casse la tasse, il descend dans la rue. Voyez-vous? Donc, par rapport à l'Afrique, il faut se dire, on peut le dire simplement, la France ne s'imagine pas sans ses colonies. Elle n'a pas les moyens de se passer de ses colonies. Elle n'a pas les moyens de se passer de l'aide, entre guillemets, qu'elle accorde. C'est parce que certains... C'est que je lise juste une phrase oui. dans le livre du professeur Décoloniser la France. La colle a collé, le colleur a l'objet à coller. Ah. Mais parfait, Siki. Aujourd'hui, de plus en plus de voix se lèvent pour relativiser cette hyperpuissance de l'Afrique dans le rayonnement de la France. D'ailleurs, le président Macron, concernant le CFA, dit celui qui n'en veut pas, il est libre de le quitter. Et vous avez aussi certains spécialistes qui vous disent que l'Afrique ne représente plus véritablement grande chose dans l'économie française, sous-entendant que la France aujourd'hui pourrait se passer de l'Afrique ou bien de son jadis précaré. Alors vous qui êtes le directeur de rédaction d'un quotidien de l'économie, essayez de nous expliquer ça. Non mais c'est pas vrai, je veux dire qu'on est là dans le discours uniquement, on est dans la dialectique, on est dans la rhétorique. Hein, ce n'est pas vrai parce que quand vous prenez les faits, l'avenir, par exemple, du français aujourd'hui dépend de l'Afrique. C'est-à-dire que la langue française. Du français, oui, la langue française dépend de l'Afrique. L'avenir du français en tant que langue, c'est en Afrique. Je suis désolé, si vous ne comptez que sur la France et quelques autres pays européens qui parlent le français, la langue française serait vouée à une quasi... Un chiffre. Le français a 275 millions de locuteurs. 120 millions, c'est en Afrique. Donc plus de la moitié. Et la langue française progresse en Afrique. Il y a de plus en plus de locuteurs de la langue française en Afrique. Même et relatif, donc, l'avenir de la francophonie, c'est en Afrique. Et la France le reconnaît. C'est l'une des rares choses qu'elle reconnaît aujourd'hui. C'est que sans l'Afrique, la langue française mourrait. Peut-être que le professeur qui est plus un détail, justement, vécu. Un événement vécu. 1999, l'UNESCO organise la conférence mondiale sur la science à Budapest. Nous avons le privilège d'y aller. Et la délégation de France est composée de scientifiques. Mais le chef de la délégation présente sa communication, non pas en français,
mais en anglais. Parce que dans cet espace scientifique, c'est d'abord la langue anglaise. Vous faites votre communication en anglais d'abord, on verra après. La délégation de France était furieuse, s'en est prise à son chef de délégation. Pourquoi ne pas parler le français à l'une des rares occasions où le monde peut nous entendre, où il y a des interprètes? Mais le chef de la délégation a voulu fonctionner comme un scientifique. C'est pour dire que la question de la langue est tellement préoccupante pour la France aujourd'hui qu'elle y investit énormément. Pourquoi? Parce que c'est un vecteur économique fondamental. Vous entrez dans un magasin, vous allez lire les étiquettes. Mais vous allez vous diriger vers l'étiquette que vous lisez. Oui, si c'est dans la langue que vous comprenez. Si c'est dans la langue. Il est évident que si c'est écrit en turc, en mandarin, ou voilà. Vous ne savez pas de quel produit il s'agit. Donc c'est un investissement économique énorme, qui est plus économique que culturel. Tout à fait. Il faut qu'on Madame, monsieur, nous marquons un deuxième arrêt, et cet arrêt est assez original parce que nous avons l'une de nos fidèles téléspectatrices à Paris qui s'est servie de son téléphone portable pour faire une interview d'un clochard, d'un SDF en France, qui nous parle un peu de sa situation, et nous allons le réécouter une deuxième fois parce que là, il s'adresse aux Africains dans cet extrait. Nous l'écoutons et nous revenons sur le plateau de l'intelligence du monde. Selim, c'est comment t'es arrivé déjà à vivre dans la rue? Alors, à 18 ans, ma mère elle m'a mis dehors et du coup, depuis, j'ai pas mal de problèmes pour sortir de la rue malgré les aides qui existent en France. On a quelques soucis parce que les bailleurs sociaux ils louent pas forcément, ils sont un petit peu réticents. Mais tu touches des aides quand même? Ouais. Mais alors ça suffit à peine pour survivre en France, les aides qu'on touche de l'État. D'accord. C'est-à-dire que le peu d'aides qu'on touche nous suffit à peine pour survivre. Donc on est dans la misère en permanence, quoi qu'il arrive. Et dis-moi, est-ce que y a beaucoup de gens comme toi, CC, qui sont dans cette situation? Ah ouais, on est quelques milliers, voire en France, on doit être 2 ou 3 millions de SDF dans mon cas, à se battre, etc., à chercher des appartements, mais à pas en obtenir parce que les propriétaires ils veulent pas louer, les bailleurs sociaux ils nous disent ouais, vous avez trop de chiens, même sans chien ils nous disent non, et des trucs comme ça quoi. Et alors du coup, qu'est-ce que tu peux dire à mes compatriotes camerounais ou même africains qui sont capables de prendre des embarcations sommaires pour traverser la Méditerranée pour venir en Europe? Ne dépensez pas vos sous pour faire la traversée, mais investissez-les dans votre pays et construisez quelque chose dans votre pays qui puisse vous servir. Les sous que vous mettrez dans la traversée, mettez-les dans quelque chose qui puisse vous servir plus tard à vivre dans votre pays. Parce que ouais, la traversée, il faut bien la payer. Il faut bien payer les passeurs, etc. Et tous ces sous, autant les investir dans votre pays, plutôt que d'essayer d'avoir une meilleure vie en France qui sera misérable. C'est la misère en France. Donc, quand on voit cette image, comme je le disais dans le briefing avant cette émission, le but n'est pas de dire qu'il y a aussi de la misère en France et que les Africains devraient être contents de le savoir, mais c'est de montrer, comme le disait le docteur Simo Diom, les fragilités et de faire comprendre en réalité aux gens que ce n'est pas parce que vous êtes arrivé en Hexagone que vous avez réussi, parce que là-bas, parfois, c'est même beaucoup plus compliqué. Et il faut rappeler que ce SDF, il reçoit une aide mensuelle de l'État de 450 euros. 450 euros, si on veut convertir pour ceux qui sont de la CFA, c'est 300 000 francs CFA. Mais avec ça, il faut dire qu'il ne peut pas vivre. Il ne peut même pas survivre parce qu'il ne peut pas louer ne serait-ce qu'une chambre, encore moins manger. Donc, parce que dans l'imagerie populaire, moi je discute souvent aussi avec des jeunes qui me disent « mais on nous a dit qu'en France on paye les chômeurs ». Donc, si on arrive là-bas, même si on ne fait rien, on va être payé. Donc c'est cette culture qui est développée et c'est ce qui peut justifier que les gens mettent leur vie en péril parce qu'ils croient qu'ils vont arriver en France et ils vont directement recevoir de l'argent de l'État gratuitement. C'est les chômeurs français qui sont payés, voilà. C'est pas les voilà. Et il faut déjà le savoir. Oui, professeur. Ceci nous rappelle une observation du regretté Coluche, qui est un humoriste français. Il disait, mes enfants, ces Africains qui arrivent, mais voyez-vous, c'est des pauvres gens. Chez eux, ils n'ont même pas le chômage. Je pense que
le marketing politique dont nous avons parlé a victimisé beaucoup d'Africains et les a plongés dans un phénomène qu'on observe avec les insectes, le tropisme. Quand vous allumez une lampe dans la brousse, vous observez que plusieurs insectes viennent vers vous. Et parfois, quand la lampe commence à chauffer, eh bien, ces insectes se brûlent les ailes. C'est un peu cela. Paris, Ville-Lumière, la France, etc. Qu'est-ce qu'on nous a Les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Voilà, on vous le dit et à force de le répéter, vous commencez à y croire. Mais le tropisme est fatal pour les naïfs. Il est important que ce soit un Français qui nous dise ce qu'il vient de dire. Parce qu'une fois que vous tombez dans la rue, vous avez du mal à en sortir. Il y a depuis 18 ans. Voilà, 18 ans, quel que soit ce qu'on peut vous apporter. Et c'est une interpellation pour ceux qui sont en responsabilité en Afrique. Parce que le jour où les décideurs africains conviennent de valoriser les intelligences nationales, de s'approprier les compétences nationales, au lieu de les considérer comme des obstacles à leur longévité, eh bien, on diminuera ces exportations d'intelligence qui se noient dans des océans. Parce que c'est un manque à gagner énorme pour l'intelligentsia africaine, pour l'Afrique, que de perdre. Il faut 50 ans pour former un bon médecin. Ça n'a l'air de rien, parce que quand le jeune médecin sort, la pratique développe son savoir. Il faut 40 ans pour former un bon enseignant. Et assez souvent, regardez nos instituteurs. Voyez-vous, ça commence à ce niveau-là. L'instituteur dans un pays, comme le nom le dit, c'est lui qui institue. C'est-à-dire, c'est lui qui fait entrer quelqu'un dans un statut. C'est la langue de France que nous parlons, à tort ou à raison, mais puisque nous parlons le français. L'instituteur, c'est celui qui introduit un jeune dans un statut. Si on ne valorise pas le savoir de l'instituteur, on a tué une nation en réalité, parce que la fondation est fragilisée dès le départ. C'est une interpellation, ce que nous venons de voir, pour nous et pour les pouvoirs africains, s'approprier les intelligences nationales dans les divers domaines empêchera que nos intelligences se noient dans des bateaux mal structurés.